Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des méthodes. Cette semaine, on a choisi de parler de l'action dans l'espace public, c'est un sujet qui revient souvent. Comment sortir de sa structure, comment être hors les murs. Pour ça, je reçois Jérôme Guillet. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme, est-ce que tu peux parler avant toute chose de ton parcours ? Alors, rapidement, j'ai une formation classique en animation puisque j'ai fait un BAFA, un BAFD, un DUT carrière sociale, donc ce qui m'a amené à travailler plutôt avec un public d'enfants dans un premier temps. Et très rapidement, j'ai eu envie de déplacer une partie de ce que je vivais dans l'animation classique dans la rue. Et ça m'a permis de reprendre des études et de faire de la recherche-action. Voilà ce qui m'a permis de comprendre pourquoi ce que je faisais dans la rue fonctionnait ou ne fonctionnait pas. Alors tu viens de sortir un bouquin qui s'appelle Petit manuel de travail dans l'espace public. Est-ce que c'est un vrai sujet, l'espace public, pour toi aussi, dans l'éducation populaire ? Oui, c'est un vrai sujet parce que moi, la première chose qui m'a paru essentielle, c'était de sortir des entre-soi. C'était vraiment la volonté de réussir à toucher des gens qui ne sont pas issus de nos propres milieux. Et ça, je pense que c'est un enjeu pour beaucoup de professionnels qui sont à la recherche d'une fréquentation plus mixte, voilà, de leur structure, entre autres. Sachant que toi, tu parles de la rue, en plus. Oui, alors c'est un petit manuel à la rencontre des passants. C'est très précis parce que le travail sur les habitants, c'est autre chose. J'y travaille aussi, mais c'est une autre manière d'aborder les choses. Avec les passants, en fait, ce qui est le plus important, c'est de réussir à faire monter la curiosité des gens et à faire baisser leur méfiance. C'est vraiment l'articulation de ces deux logiques qui est essentielle quand on travaille dans la rue. Faire baisser leur méfiance, pour ça, il y a tout un tas de techniques. On connaît le porteur de parole. Le livre en est rempli de tes expériences que tu as montées toi, avec les lézards politiques, avec Matière Prise. Quel est leur point commun de toutes ces méthodes à l'usage des travailleurs sociaux, des travailleurs de l'éducation populaire ? Le point commun, je pense qu'il y en a deux. Le premier, c'est garder une posture hospitalière, en fait, accueillante. Et donc, c'est pas toujours évident, parce que quand il s'agit d'écouter les gens, comme dans un porteur de parole ou comme dans un combat contre la langue de bois, là, c'est la question de quel objet de discussion va faire communauté. Et ensuite, comment on va laisser les gens venir ou les attirer avant d'entrer en relation avec eux. Mais et ça c'est la seconde partie du livre, on s'intéresse à l'idée de partager des convictions, là il y a une frontière bien plus fine qui se dessine, puisqu'il s'agit à la fois de raconter ce qui nous préoccupe. Il y a plusieurs exemples, mais un qui m'a bien marqué, c'est autour d'un campement rom. On est typiquement dans un sujet à fantasme d'une part, un sujet pour lequel il y a beaucoup de désinformation. Et donc là, comment raconter ce qui se vit dans un camp rom et engager en même temps un processus de discussion avec des gens qui, par exemple, n'aiment pas les Roms, enfin, les connaissent pas, mais je veux dire, ils sont plutôt remplis d'autres choses. Et donc là, se dessine un compromis à trouver entre une forme qui doit pas faire fuir, qui doit donc en même temps annoncer la couleur, mais laisser de la place à des positionnements qui peuvent être très opposés. Donc là, ce qui est central encore une fois, c'est affirmer des choses, trouver des formes qui sont agréables, courtes, souvent, et laisser des questions en ouverture. Donc la question de « j'ai une question à vous poser », elle est valable tout au long du livre, dans plein de circonstances, en fait. Il y a aussi un parti pris dans le travail de l'éducation populaire dans l'espace public, dans la rue, c'est de ne pas laisser la rue au commercial. Alors ouais, ça me paraît important de le rappeler. Je pense que t'as bien raison. Parce que ce qui va avec cette histoire de pas laisser la rue au monde du commerce ou on va dire du contrôle par la puissance publique, c'est aussi l'idée que tout ce que ces gens-là ont appris à faire, c'est des savoirs dont on doit user nous-mêmes. Donc moi, ce que j'ai découvert, par tâtonnement, puis en essayant de faire des études, c'est que finalement, la question du taux de contact visuel, la question de la proxémie, c'est-à-dire les distances de fuite, la nécessité de savoir jouer avec les distances dont ont besoin les gens, en proposant par exemple dans n'importe quel dispositif une situation où les gens sont au contact direct pour les téméraires. Mais il y a aussi des espaces dans une même intervention, il y a ces espaces pour téméraires et il y a aussi des espaces pour les gens qui ont peur. Donc il faut penser cette variation des niveaux d'engagement, de prise de risque. Et ça, par exemple, le monde du commerce travaille à fond, à la fois sur
comment exciter l'appétit visuel, et en même temps comment respecter ce jeu de distance. Tu parles même tu théorises en disant il y a un espace moineau, quoi. C'est-à-dire pour les gens qui passent mais qui ne risquent rien à rester 5 minutes parce qu'ils peuvent s'enfuir quand il faut, quand ils veulent. Et effectivement, c'est ce qu'Edward Thiel désigne par la distance de fuite, c'est-à-dire que on se met à une distance qui permet que si les gens nous voient nous tourner vers eux, ils peuvent s'en aller l'air de rien. Ça, c'est très important. Ils peuvent s'en aller l'air de rien. Alors, quel conseil tu peux donner à ces animateurs, animatrices qui ont envie de sortir sur la dalle, la rue c'est quoi les 2-3 tips and tricks? Alors, la première chose, je crois que c'est la question de l'implantation. Faut commencer par ça, c'est-à-dire pourquoi je mettrais un endroit plus qu'un autre. Faut étudier les flux, comment ça circule et quels sont les carrefours piétonniers. Et c'est là où je dis que le lien avec le monde du commerce ou le monde de ceux qui s'intéressent à la rue, parce que finalement dans la mendicité ou dans toutes les formes d'interaction, les gens cherchent ces carrefours piétonniers. Et donc on cherche un carrefour piétonnier dans lequel on va pouvoir avoir un contact visuel important avec les gens. Parce que finalement les gens, faire 10 mètres, faire 15 mètres, c'est beaucoup. Et nous on a pu se rendre compte dans nos expériences que se déplacer pour aller en lisière du flux, changer considérablement les choses. Réorienter face aux gens alors qu'on était sur le côté change considérablement les choses. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement penser une variété de propositions. C'est-à-dire que vous avez un objet à partager, ça peut être une exposition, ça peut être un jeu, ça peut être un porteur de parole, par exemple. Et là, il faut se dire que voilà, on va avoir plusieurs publics. Un public qui vient au contact et un public qui va observer dans la méfiance. Comment on crée une offre pour ce public qui a besoin de commencer à comprendre ce qui se passe, à l'oral ou à l'écrit, mais en se sentant protégé de la relation directe. Et donc c'est ça qui amène au concept d'espace moineau, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où on peut entendre, voir, lire, sans être obligé de rentrer en relation avec les gens. Tu dis aussi qu'il y a un élément facilitateur, c'est l'attroupement. Qui peut être créé parfois artificiellement. Alors ça, c'était assez rigolo. C'est vrai que... Alors le terme de masse critique est utilisé dans plein de contextes. Ouais. Moi, je l'ai utilisé pour parler du seuil à partir duquel le regroupement de gens fait baisser la méfiance. Quand on commence à être 7-8, ceux qui viennent derrière ont le sentiment qu'il y a déjà une première ligne qui prend le risque de la relation pour eux. Donc ils se mettent derrière. À la fois, quand il y a 7-8 personnes, les gens se mettent à se dire que voient ces gens, que font ces gens. Donc en plus de l'objet, il y a le groupe qui crée la curiosité, et puis le groupe protège. Il fait un premier rideau, si on veut. Donc on peut effectivement le fabriquer soi-même, mais ce qui suppose d'être en position de faux passants. C'est-à-dire qu'il faut demander à des collègues d'être complices. On peut terminer en se disant, est-ce que tu peux dire en quoi l'intervention dans l'espace public fait partie intégrante de l'éducation populaire, puisqu'on parle de ça dans le bureau des méthodes? Alors, je pense que c'est une facette, je ne veux pas dire méconnue, parce que je pense que dans la pédagogie sociale, notamment, il y a ce jeu du public en libre adhésion, c'est-à-dire le travail dans la rue, c'est un travail qui te mène à être totalement sur la libre adhésion des gens. C'est-à-dire que tu n'as aucun filet de sécurité, tu n'as pas un groupe préconstitué. Donc ça t'apprend à penser à la place des récepteurs. Variété de trajectoires, variété d'états mentaux des gens. Comment est-ce que je me mets dans une position qui donne envie aux gens de s'arrêter alors qu'ils me doivent rien? Et dans ce sens-là, c'est un espace fondamental pour apprendre l'interculturel, mais ici à 200 mètres. Pas au Maroc, pas en Pologne, où on y apprend plein de choses, et des choses différentes. Mais le rapport à l'étranger, à l'étrangeté, peut se faire dans la rue, et il me semble que c'est une des choses qui relève de l'éducation populaire sans conteste. On répétera jamais assez que la question du sens est primordiale aussi dans toutes ces méthodes, c'est-à-dire il faut toujours se demander pourquoi on le fait. En tout cas, pour ceux et celles qui ont envie de réfléchir à toutes ces questions-là, il y a tout un tas d'outils à disposition dans ce bouquin. Merci Jérôme. Juste peut-être dire qu'il est en téléchargement gratuit aussi. L'éditeur m'a convaincu de cette démarche, j'en suis bien heureux. Quel superbe éditeur. Bonne journée, salut à tous et toutes. Merci, au revoir. Au revoir.